Et si je vous disais qu'il existe aujourd'hui un protocole radio plus rapide, plus personnalisable, plus précis et en plus open source? Un protocole qui surpasse Crossfire et même FrSky, Tracer en termes de latence, de portée et de flexibilité, et tout ça avec du matos accessible et parfois même à moitié prix. Ce protocole, c'est ExpressLRS, abrégé ELRS. ExpressLRS, ce n'est pas juste une nouvelle tendance dans le monde du FPV, c'est une véritable révolution dans le monde du pilotage radiocommandé. Que tu sois adepte du long range, du cinématique, du freestyle ou même en train de monter ton premier Tiny Whoop, ELRS est devenu la référence. Dans cette vidéo qui se veut la plus complète possible, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir sur le LRS, que tu sois débutant ou même confirmé. Tu vas comprendre comment ça marche, comment le binder, comment l'installer, comment le mettre à jour, le régler, optimiser ta portée, ta latence, et surtout ne plus jamais perdre ton drone à cause d'un fail-safe. Et pour les plus curieux, on va parler dans un premier temps des ondes radio et des fréquences, et essayer de vulgariser quelques notions physiques afin de mieux comprendre comment marchent les liens radio. Bref, que tu viennes du Crossfire, de FrSky ou que tu sois un nouveau adepte en ELRS, cette vidéo va te faire gagner du temps, de la confiance et probablement quelques centaines de mètres de portée. Installe-toi bien, prépare ton café, on va décoller dans 3, 2, 1, armée! Un peu de théorie. Qu'est-ce que LRS et plus généralement un protocole de communication? ExpressLRS, c'est un système de communication ou protocole de communication entre ta radiocommande et ton drone. Ce système permet de communiquer les actions que tu réalises sur ta radiocommande à ton drone ou même tout autre engin équipé du même protocole de communication. Pour imager la chose, imagine un échange verbal entre un chef et un ouvrier. Le chef émet un ordre, c'est le transmetteur de l'ordre. Dans notre cas, une radiocommande. L'ouvrier reçoit l'ordre à exécuter. C'est le récepteur de l'ordre. Dans notre cas, un drone par exemple. Cet ordre est audible par l'ouvrier grâce aux vibrations de l'air qui transportent le son de la voix du chef. Dans notre cas, c'est les ondes de radio qui transportent l'ordre. Et pour que la compréhension soit totale entre le chef et l'ouvrier, le chef parle à une certaine cadence, ni trop vite, ni trop lentement. Ce qui, dans notre cas, est la fréquence. Le tout doit être dans une même langue pour la bonne compréhension de l'ordre et cet ensemble forme notre protocole de communication. Donc dans notre cas de système radiocommandé, un protocole est un ensemble de règles de communication qui utilisent les ondes radio sur une fréquence bien spécifique. Tu vas me dire qu'est-ce qu'une onde radio et une fréquence? Cette partie va être un peu plus technique pour les amateurs de technologie et de compréhension physique, mais je vais essayer de te vulgariser la chose. C'est quoi une onde radio? Imagine que tu jettes une pierre dans l'eau. Ça fait des cercles qui s'étendent. Une onde radio, c'est un peu la même chose, mais dans l'air ou même l'espace. C'est une forme d'énergie qui voyage et transporte des informations, comme de la musique, pour la radio, ou les commandes de ton drone, dans notre cas. Ce sont des vagues invisibles qui se déplacent. Toutes les formes d'énergie qui voyagent sous forme de vagues, la lumière du soleil, la lumière de ta lampe, les rayons X qu'on utilise à l'hôpital par exemple, font partie d'une immense famille appelée le spectre électromagnétique. C'est comme une très longue règle où chaque type de vague a sa place. Les ondes radio se trouvent tout au début de cette règle, ce sont les vagues les plus longues de toutes et du coup les moins rapides en termes de fréquence. Le visuel te montre aussi la lumière visible, ce que voient nos yeux, et les rayons X pour te donner une idée de l'échelle. Longueur d'onde et fréquence, les deux amis inséparables. Pour bien comprendre une onde, il faut retenir deux choses. La longueur d'onde, la taille de la vague. C'est la distance entre le haut d'une vague et le haut de la suivante. Si la vague est longue, elle est plus étirée. Si la vague est courte, elle est plus comprimée. La fréquence, ça équivaut à la vitesse des vagues. C'est le nombre de vagues qui passent devant toi en une seconde. On mesure ça en Hertz. Si les vagues sont longues, il en passe moins par seconde, donc la fréquence est basse. Si les vagues sont courtes, il en passe plus par seconde, donc la fréquence est haute. La règle d'or. Plus une onde est de haute fréquence, plus sa longueur d'onde est courte, et inversement. Maintenant, appliquons ça à ton système ELRS qui utilise des ondes radio pour faire voler ton drone. Tu as principalement deux choix de fréquences, le 2,4 GHz ou le 900 MHz. Comprendre la différence t'aidera à bien régler ton ELRS. Le 2,4 GHz pour la vitesse et la précision, basse latence. La fréquence 2,4 GHz, soit 2,4 milliards
d'oscillation par seconde, c'est une longueur d'onde courte. Pourquoi pour la vitesse et la précision? Quand les ondes sont courtes et très rapides, elles peuvent transporter une énorme quantité d'informations par seconde. Pense à un tapis roulant super rapide avec plein de petits colis dessus. Ton avantage, ça signifie une latence très faible, c'est le délai entre le moment où tu bouges ta manette et la réaction du drone. Pour le racing ou le freestyle, c'est crucial. Chaque milliseconde compte pour avoir un contrôle ultra précis. Le revers de la médaille, ces ondes courtes sont facilement bloquées ou absorbées par les obstacles. Arbres, murs, bâtiments. La portée est donc bonne, mais moins extrême si tu voles loin ou derrière des obstacles. Le 900 MHz pour la portée et la pénétration. La fréquence de 900 MHz, soit 900 millions d'oscillations par seconde. Elles sont donc plus longues. On n'est plus en milliards par seconde pour le 2,4, mais en millions. Pourquoi pour la portée et la pénétration? Les ondes plus longues sont comme des grosses vagues. Elles passent plus facilement par-dessus ou à travers les obstacles. Ton avantage, elles peuvent voyager sur des très longues distances et traverser les arbres ou les murs avec beaucoup plus d'efficacité. Si tu veux faire du vol longue distance, le 900 MHz est ton premier choix. Le revers de la médaille, comme les ondes sont plus longues, elles transportent un peu moins d'informations par seconde. La latence est donc plus légèrement élevée qu'en 2,4 GHz. Ce n'est pas un problème pour le long range, mais ça se sentira en vol de précision. En résumé, pour ton ELRS. Si ton premier choix, c'est la réactivité, choisis le 2,4 GHz. Si tu veux voler sur de très longues distances ou que tu privilégies la pénétration derrière des obstacles, ce sera dans ce cas-là le 900 MHz, ton meilleur ami. À noter également que la bande de fréquence de 2,4 GHz utilisée dans le monde est plus large que la bande de 900 MHz. Ce qui signifie que pour voler à plusieurs, privilégie plutôt le 2,4 GHz, qui sera moins encombré que la bande de 900 MHz. Mais ce n'est évidemment pas les seuls paramètres à prendre en compte dans notre choix de réglage. Il faut également parler du packet rate, le débit de données. Qu'est-ce que le débit de données dans ELRS, le packet rate? Imagine que ta radiocommande est comme un microphone qui envoie des ordres vocaux très rapides à ton drone. Chaque fois qu'elle envoie un ordre, c'est un paquet de données qui part. Ce paquet contient des infos, la position des sticks, les switches, les infos de télémétrie, etc. Maintenant, le débit de données, ou packet rate, c'est simplement la fréquence à laquelle ces paquets sont envoyés chaque seconde. Par exemple, si tu voles en 500 Hz, cela veut dire que 500 paquets sont envoyés chaque seconde à ton drone. Si tu voles en 50 Hz, c'est seulement 50 paquets par seconde. Une analogie simple, imagine un chauffeur de rallye avec son copilote. Si le copilote donne des instructions toutes les demi-secondes, le pilote est super réactif. Si le copilote ne parle qu'une fois toutes les 2 secondes, le pilote va réagir avec un temps de retard. C'est pareil avec le packet rate. Plus le taux est élevé, plus le drone réagit rapidement. C'est idéal pour les races ou le freestyle engagé. Moins il est élevé, plus tu gagnes en portée, avec un peu plus de latence. Comment ça impacte ton vol? En 500 Hz, on a un lien ultra rapide de 3 à 4 millisecondes. Pour une portée courte, l'utilisation recommandée, ça va être la race, l'indoor, le freestyle. En 250 Hz, on est toujours très fluide, avec un temps de latence de 5 à 6 millisecondes. Une portée moyenne, l'utilisation freestyle, ciné-whoop. En 100 Hz, on a toujours une réactivité stable, une bonne portée plutôt lointaine. L'utilisation recommandée, ce sera pour le long range et le cruising. Et les 50 Hz, on a plus de latence, mais la portée est maximum. L'utilisation recommandée, c'est pour le long range extrême. Important à savoir, un taux élevé consomme plus d'énergie sur le RX et le TX. À fréquence élevée, le signal passe moins bien les obstacles. Certains petits drones n'ont pas besoin de 500 Hz. Ça sert à rien d'envoyer 500 infos par seconde pour faire du vol cinématique, excepté si vous faites de la race. En réglage conseillé pour commencer, moi je préconise 250 Hz en 2,4 GHz. Un bon compromis entre latence et portée pour un peu tout type de vol. Maintenant, tu comprends non seulement ce qu'est une onde radio et comment elle fonctionne, mais aussi pourquoi le choix de la fréquence et du débit de données est si important pour piloter ton drone. Au niveau matériel pour le LRS, j'ai pris comme exemple le site Radiomaster qui est ultra complet. Ils sont vraiment en pointe au niveau LRS. On va retrouver 3 grandes familles. On va retrouver la famille en 2,4 GHz, la famille en 900 MHz, ou aux alentours des 900 MHz, on sera à 868 en Europe, et la famille crossband ou dual band qui a les capacités d'agir sur les 2 bandes à la fois sur le 2,4 et le 900 MHz. Elle a même la capacité de faire de la redondance avec Gemini. Dans chaque famille, vous allez retrouver l'émetteur, le TX. Ça peut être une radio. Il y a des radios directement compatibles avec un émetteur interne ELRS, disponible sur la Pocket par exemple, la GX12 qui elle a un émetteur dual band, la Boxer, moi j'ai une Boxer directement
avec le LRS intégré. Au niveau émetteur, on peut avoir un émetteur interne ou un module à rajouter, comme ceci. Moi, j'ai un module Nomad, c'est un dual band qui vient se clipser à l'arrière de ma radio. J'ai le LRS en 2,4 nativement sur ma Boxer et j'ai également un module ELRS dual band. Au niveau des émetteurs, il existe donc plusieurs émetteurs en 2,4 GHz. Nous avons le Ranger Micro, Ranger Nano, là pour la famille 2,4 GHz. En émetteur externe, nous avons aussi le Bandy qui lui agit sur la bande des 915 MHz. Et nous avons le Nomad, celui-ci, qui est dual band. D'ailleurs, si vous achetez un module pour le LRS, je vous conseille de prendre ce type de module. C'est non seulement un des moins chers, mais il a surtout la capacité d'agir sur les deux bandes à la fois, de faire de la redondance, de faire double bande, de faire une bande unique. Donc vous pouvez vraiment choisir et adapter vos réglages selon votre style de vol. Et en plus, tous les récepteurs seront compatibles avec ce module, que ce soit de la famille de 2,4 ou de 900. Au niveau des émetteurs internes, on est en règle générale sur la Boxer, la TX16, les plus petites radios. On est sur la famille 2,4 GHz. Et il existe maintenant la famille dual band avec la GX12. Bon, là, je vous montre chez Radio Master. Vous avez compris que LRS, c'est open source. Donc, il y a d'autres marques qui fabriquent ce type de radio. Mais il faut avouer que Radio Master est plutôt en pointe sur le LRS et ils agissent activement au développement. On a vu les émetteurs. Il faut aussi des récepteurs. Je vous rappelle, le matériel, c'est un émetteur qui envoie l'ordre et un récepteur qui reçoit l'ordre. Au niveau des récepteurs, pareil, on reste sur les trois grandes familles. Vous avez des récepteurs en 2,4 GHz, des récepteurs en 900 MHz. À noter physiquement, ce qui différencie le 2,4 du 900, ça va être la taille de l'antenne. Vous allez avoir des longues antennes sur le 900 et des antennes plus petites sur le 2,4. Attention, on ne peut pas mettre une antenne de 2,4 sur du 900. C'est la longueur d'antenne qui accorde leur fréquence. Pour le 900, vous aurez une grande antenne. Pour le 2,4, vous aurez une petite antenne. La nouveauté de cette année, c'est que vous avez des récepteurs dual band. Vous avez le 2,4 et le 900 qui est intégré sur la même antenne. Moi, par exemple, sur ce quad, j'ai une antenne ici et une autre antenne ici, mais elles sont toutes les deux doubles, polarisées à la fois en 2,4 et à la fois à 900. Alors non seulement elles sont polarisées doubles, mais j'ai aussi le Diversity ou le Gemini, qui sont deux systèmes différents, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui permet d'avoir une redondance de signaux. On va pas s'attarder plus sur le matériel, là je vous ai montré le matériel Radio Master, mais ce qui est important de retenir, c'est que tout le matériel est intercompatible entre eux. Que vous ayez un émetteur bêta FPV, il sera compatible avec un récepteur Radio Master par exemple, à condition de respecter la bande de 2.4 ou de 900. Ça veut dire qu'un émetteur en 2.4 ne pourra pas avoir un récepteur à 900. Et ça, vous l'avez bien compris si vous avez suivi des explications depuis le début. Le gros avantage de l'open source, c'est que du coup, vous pouvez monter des émetteurs et récepteurs de marques différentes. Vous avez un grand choix de matériel. Ça évite la rupture de stock. En général, on trouve toujours des récepteurs dans la fréquence qu'on a besoin. En contrepartie, selon les marques, il y a des récepteurs et des émetteurs de plus ou moins bonne qualité. Par exemple, pour un récepteur, je vous conseille de prendre un récepteur équipé de la technologie TCXO. C'est un récepteur équipé d'un oscillateur à cristal compensé. C'est un petit peu compliqué. Ça permet d'améliorer la précision et la vitesse du processeur. Donc ça améliore les performances et la fiabilité du lien RC. On ne va pas plus s'attarder sur le matériel ELRS. Vous avez différents sites qui en vendent. N'hésitez pas à aller les consulter. Essayez de vous faire votre propre avis. Vous avez plusieurs marques qui font de la qualité, que ce soit du Radio Master. Là, j'ai un récepteur bêta FPV, du 2.4 en Diversity. Donc j'ai deux antennes. C'est le Super D de bêta FPV. Il y a d'autres marques qui fabriquent des récepteurs, Happy Model, Sub 250, etc. Ils seront tous compatibles entre eux. À partir du moment, je vous le répète, où vous respectez bien la bonne fréquence et que vous ayez bien sûr le LRS sur votre radio, que ce soit via un transmetteur ou via un interne de la radio. Pour gérer ELRS, on va avoir besoin d'un logiciel. Alors, il existe plusieurs solutions. Il y a le Buddy ou un logiciel qui permet de programmer, qu'on installe directement sur l'ordinateur. Il va également falloir un LUA dans sa radio. La Bible pour ELRS, c'est le site internet. C'est une vraie mine d'informations. Vous retrouverez tout sur expresslrs.org. expresslrs.org, c'est vraiment la Bible. Vous avez un Quick Start Guide, ce que je suis un peu en train de vous faire en vidéo, où vous retrouverez toutes les infos nécessaires selon votre type de récepteur, etc., à quoi correspondent les LED,
comment binder, comment mettre à jour. C'est vraiment une mine d'infos ultra complète. ExpressLRS, je pourrais pas, même dans cette vidéo, il faudrait qu'elle dure 3 heures si je voulais tout vous détailler. Et encore, je suis pas sûr de pouvoir faire le tour. Là, le but, c'est vraiment que vous soyez autonome au maximum, que vous compreniez comment le système marche et que vous arriviez à vous en sortir et à aller chercher les infos au bon endroit. Donc, pour retrouver toutes les infos au bon endroit, c'est expresslrs.org. Vraiment, je pense qu'il parle de tout. S'il y a des problèmes ou quoi, bon, ça demande un peu de recherche sur le site, mais il y a vraiment moyen de se dépanner ou de comprendre comment marche le système dans les grandes lignes pour pouvoir régler comme il faut son système. Je vais revenir sur la page d'accueil parce que c'est là où on va avoir à la fois le configurateur ELRS. Pour le télécharger, vous cliquez ici, ça le téléchargera. Et vous obtiendrez ExpressLRS Configurator une fois installé. Une des choses dont on va avoir besoin pour se servir d'ExpressLRS, on peut aussi utiliser le Web Flasher. On appuie là-dessus et on arrive sur cette page. Alors le Web Flasher, ça veut dire qu'il va se servir d'une page internet directement pour mettre à jour, pour régler son émetteur, son récepteur. Ce flasher web, vous pouvez aussi l'installer directement dans votre navigateur en cliquant ici, tac, voilà. Il vous demande si vous voulez l'installer. Hop, on fait installer et voilà. Et tant qu'on est dans les logiciels, sur la radio, vous aurez besoin d'un LUA. Pour l'installer, vous cliquez ici. Vous appuyez ici et ça vous télécharge automatiquement le LUA. Je retrouve le LUA dans mes téléchargements. Et pour l'installer sur la radio, vous connectez votre radio en USB storage pour avoir accès à la carte SD. De ce côté, j'ai ma carte SD. Là, j'ai le LUA que je viens de télécharger. Je fais un copier ou un glisser-déposer. Et on va l'avoir dans Script, Tools. Logiquement, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas les deux. D'origine, la radio, la plupart des radios, si vous avez une radio avec ELRS interne, c'est fourni avec. Et si vous avez acheté très récemment votre matériel, vous devez déjà avoir le LRS en V3. Mais sachez que ça se met à ce niveau-là. Dans Script, Tools, vous collez votre nouveau, hop, moi je fais remplacer par exemple, et voilà, ça m'a réinstallé le LUA au bon endroit. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais on en aura besoin pour pouvoir régler son ELRS. Les principales choses qu'on aura besoin pour régler son ELRS, soit le configurateur officiel à installer sur l'ordinateur, soit le Web Flasher, on y accède via son navigateur ou en l'installant sur l'ordinateur également. Et maintenant, on va voir une chose importante pour ELRS, ça va être la façon dont on bind son code et on met à jour. Avant de faire ça, je vais faire un petit avertissement. Il existe plusieurs façons pour mettre à jour et binder son code. On peut faire en connectant un USB pass-through, on appelle ça, ça passe par l'ordinateur, en connectant soit l'AFC à l'ordinateur pour que ça passe par l'AFC et accéder au RX, par exemple pour mettre à jour le RX, ou en connectant sa radio également à l'ordinateur pour passer par l'USB. Le problème de l'USB, c'est qu'on a souvent des problèmes de pilote. Ça marche pas à tous les coups. ELRS a surtout basé ses mises à jour et son bind via le Wi-Fi. Et la façon la plus simple de s'en sortir avec ELRS, c'est d'utiliser le Wi-Fi. Les mises à jour en USB pass-through ou autre, ça marche pas à tous les coups, on peut vraiment avoir des problèmes. Donc je vous conseille de vous familiariser directement avec le Wi-Fi. Il n'y a rien de compliqué. Il faut pas confondre le Wi-Fi domestique. Ici, le Wi-Fi, il sert pour la communication uniquement. On se sert du réseau Wi-Fi pour la communication. Les émetteurs et récepteurs sont équipés d'une puce Wi-Fi pour pouvoir communiquer. Je vais vous montrer comment on se sert de ce réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi, ce qui est important, c'est de savoir se connecter et lancer le protocole Wi-Fi, que ce soit sur l'émetteur ou sur le récepteur. Je vais vous montrer, pour commencer, sur l'émetteur. Donc, moi, c'est sur l'émetteur interne, sur la radio. C'est pareil si j'avais l'émetteur externe connecté à ma radio. Sur votre radio, vous allez vous rendre dans le LUA. Pour ça, on appuie sur Système, on va dans ExpressLRS, ça ouvre le LUA, et quand vous descendez, vous arrivez à Wi-Fi Connectivity. Vous cliquez dessus et vous activez le Wi-Fi. Alors, si je fais Enable Wi-Fi, activer le Wi-Fi, je vais activer le Wi-Fi de mon émetteur interne ou externe qui est connecté. Donc, c'est pour le TX. Si je fais Enable RX Wi-Fi, c'est si j'ai un drone qui est bindé, je vais pouvoir lancer le Wi-Fi directement
depuis le LUA également sur le récepteur. Mais ça, je vais vous montrer juste après avec un récepteur. Donc, on va lancer le Wi-Fi de l'émetteur, le Wi-Fi du TX. Donc, j'appuie sur Enable Wi-Fi. Vous voyez que le Wi-Fi se met en route. L'ordinateur ou sur un portable, vous pouvez très bien utiliser un smartphone, ça marche aussi très bien. Une autre chose super avantageuse avec le LRS, que vous pouvez faire pas mal de choses avec un smartphone. Par exemple, le Web Flasher, ce que je vous montrais avant, vous pouvez y avoir accès sur votre téléphone, par Google par exemple. Moi, je vais me servir de l'ordinateur. Donc, je vais aller sur mon Wi-Fi de l'ordinateur. Alors bien sûr, il faut avoir un récepteur Wi-Fi sur son ordinateur. Vous voyez que mon Wi-Fi, là j'ai désactivé le Wi-Fi de la maison pour pas qu'il y ait de conflit, pour que ça marche bien comme il faut. Express LRS TX, transmetteur. Je vais me connecter, il vous demandera sûrement le mot de passe. Moi, comme il est déjà enregistré, j'ai déjà entré le mot de passe. Le mot de passe, c'est Express LRS, tout en minuscule, tout attaché. On se connecte. Une fois connecté, on va aller dans le navigateur que vous utilisez habituellement. Et vous allez rentrer l'adresse 10.0.0.1. Et automatiquement, on arrive sur une page de configuration. Là, vous êtes bien connecté. Là, je ne suis pas connecté à Internet. Je suis uniquement connecté en utilisant le réseau Wi-Fi qui s'est créé entre mon TX et mon ordinateur. Vous voyez que j'arrive sur une page de gestion de Express LRS. Cette page de gestion va me permettre de gérer différentes options, comme rentrer la binding phrase, je vous expliquerai après. Pas mal de choses qu'on peut faire. Sur des modules, par exemple, si je connecte ce module au Wi-Fi, j'ai accès à différentes options pour pouvoir régler, par exemple, les boutons qu'il y a à l'arrière. Il y a des boutons à l'arrière, je peux leur attribuer des fonctions. Ça se fait via le configurateur, une fois que j'ai connecté le module en Wi-Fi et que je l'ai ouvert dans un navigateur. Vous pouvez voir également une page Update pour pouvoir mettre à jour le firmware du TX, du transmetteur. Ça, on va y revenir dans un second temps. Je vous montre le plus important, savoir se connecter au Wi-Fi et accéder à la page de la configuration pour le transmetteur et on va voir maintenant pour le récepteur. Tant que je suis sur la page principale, je vous demande de regarder une chose. Ici, tout en haut, vous avez des informations importantes. Radio Master, Boxer Internal, 2.4 GHz, TX. Donc vous aurez le nom de votre module. Ça peut être important ensuite pour la mise à jour. Donc retenez ce nom. Et sachez qu'en connectant votre module en Wi-Fi, vous aurez la cible qui apparaîtra ici. Moi, la cible pour le firmware, c'est celle-ci. J'ai également le numéro de firmware actif dessus, c'est la 3.5.5. Donc, vous savez maintenant connecter votre TX. On passe par le LUA, on lance la recherche Wi-Fi et on se connecte sur le Wi-Fi. Pour le RX, ça va être un petit peu différent. Pour le RX, vous avez deux solutions. Je vais prendre cet RX, je fais un petit montage là. J'ai un RX connecté à une FC. Et on va faire comme s'il n'était pas bindé. S'il est déjà bindé, vous pouvez le lancer depuis le LUA en allant sur Système, Express LRS et Wi-Fi connectivité et activer le RX Wi-Fi, donc le Wi-Fi du RX. Là, ça lancera le Wi-Fi directement le RX en mode Wi-Fi. Sinon, vous alimentez votre RX et logiquement, au bout de 60 secondes, il va se mettre en mode Wi-Fi tout seul. Alors ça, c'est un délai variable qu'on peut régler justement dans les différents configurateurs. On peut lui dire de s'activer à partir de 20 secondes. Par défaut, c'est 60 secondes. Donc, au bout de 60 secondes, il se met à clignoter pour vous dire que le Wi-Fi est actif. Le clignotement est différent selon les types de récepteurs que vous avez. Il y en a, si c'est pas une LED multicolore, ça va être un clignotement très rapide. Et là, ça voudra dire qu'il est en mode Wi-Fi. Moi, c'est une LED multicolore, donc j'ai un clignotement vert ou jaune, je vois pas trop bien, qui clignote à une certaine cadence pour me dire qu'il est en mode Wi-Fi. Bon, peu importe, une fois qu'il est passé en mode Wi-Fi, sur mon ordinateur, j'ai le réseau Express LRS RX qui est apparu. Donc cette fois, on est sur le RX. Pareil, vous vous connectez. Si vous avez déjà enregistré le TX, normalement, le mot de passe, c'est le même. Il sera enregistré. Vous vous connectez dessus. Une fois connecté, ça peut prendre un peu de temps, des fois, moi ça met un petit peu de temps chez moi, parfois. De la même manière, vous revenez sur le navigateur web et vous arrivez cette fois sur votre récepteur. Donc voilà, et là, regardez la cible, je suis sur du Beta FPV Super D 2.4 GHz RX et j'ai un firmware en 3.5.1 dessus. Donc voilà, vous savez faire le plus important pour la suite,
c'est aller dans la page de configuration de votre RX ou TX. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment binder. Donc je vous conseille, et je vous le redis, le plus fiable, c'est de savoir utiliser le Wi-Fi. Là, je prends un peu de temps, mais en réalité, ça se passe très vite une fois que vous avez compris comment fonctionnait le système. Et je vous le répète, vous pouvez aussi faire ça depuis votre smartphone. Un smartphone, c'est comme une clé USB, vous pouvez très bien télécharger des fichiers dessus. Pour la mise à jour, par exemple, on est obligé de télécharger un fichier. Vous pourriez très bien le faire depuis votre smartphone et mettre le firmware dans un fichier, etc. Et aller sur un navigateur web depuis votre smartphone. Ça marche pareil, c'est comme un ordinateur. Donc, il faut juste être un petit peu à l'aise avec le Wi-Fi. On n'est pas forcément à l'aise. C'est pour ça que j'essaye de vous expliquer un petit peu plus en profondeur, que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Pour le bind, on va prendre le petit Meteor 75 Pro. C'est un RX intégré dans celui-ci. Donc le récepteur est directement sur la carte. C'est la même chose sur un RX séparé que vous aurez monté dans votre quad. Quand vous allez recevoir votre drone, normalement il sera prêt à binder. S'il n'est pas prêt à être appairé ou qu'il est déjà appairé avec une autre radio, il va falloir lancer le mode bind. Pour le lancer, on va faire au plus simple. Alors en réalité, il existe plusieurs solutions, je vais vous en montrer deux. Mais la première, ça va être de prendre une batterie et d'alimenter 3 fois de suite le RX. Donc moi, j'alimente 3 fois de suite le drone. Si vous avez un RX qui est directement alimenté par USB, ben c'est très bien, vous pouvez l'alimenter comme ça. Le tout, c'est de le jouer 3 fois. Donc, il ne faut pas perdre trop de temps. Je vais faire un premier coup. 1, 2, 3. Voilà. Là, il s'est mis en mode bind. Le clignotement. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Prêt à binder. Sur la radio, vous allez aller dans Système, dans le LRS, vous descendez et vous appuyez sur Bind. Télémétrie retrouvée. Et voilà, le quad est bindé. Donc c'est une façon simple et rapide de binder le quad. Il n'y a rien de compliqué. Il y a une chose importante au niveau du bind qu'il faut que vous compreniez. Le système ELRS marche avec une binding phrase. La binding phrase, c'est pas un mot de passe, c'est juste pour dire... Mais il faut comprendre que deux appareils, un TX, un RX, qui ont la même binding phrase, vont se lier automatiquement entre eux. Quand vous achetez votre radio, il y a déjà une binding phrase préinstallée dessus. Quand vous allez binder le quad manuellement, comme on vient de faire, il va enregistrer une binding phrase, celle qu'il y avait dans la radio. Il va automatiquement enregistrer la binding phrase qui vous était livrée avec la radio. Je vous conseille de vous personnaliser cette binding phrase. Vous mettez bien sûr la même binding phrase à la fois sur votre radio et sur tous vos récepteurs. Et sur tous vos récepteurs LRS. Comme ça, vos quads se connecteront. Prenez pas la même binding phrase qu'une personne avec qui vous allez voler. Je sais pas, vous l'appelez ma binding phrase, vous l'appelez comme vous voulez. Le tout, c'est que ce soit une phrase unique, propre à vous, que vous puissiez lui dire, hop, tu te connectes automatiquement sur le RX qui a la même binding phrase. La binding phrase, avec cette méthode, elle se rentre automatiquement, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer déjà une binding phrase dans votre radio et ensuite dans votre récepteur. Pour ce faire, vous connectez au Wi-Fi votre radio, comme je vous ai montré auparavant. Donc là, j'ai connecté ma radio, Radio Master Boxer, et vous rentrez ici votre binding phrase. Vous l'appelez comme vous voulez, par exemple, ma binding phrase. Le tout, c'est que ensuite vous faites pareil sur le RX. Donc vous la rentrez, vous faites save, ça va l'enregistrer dans la radio. Ensuite, vous faites pareil, vous connectez votre RX, vous rentrez votre binding phrase. Là, vous n'aurez pas besoin de faire le système de l'ancien binding. Dès que vous allez alimenter votre RX, il va automatiquement se connecter à la radio qui a la même binding phrase. Donc ça, c'est une deuxième solution pour pouvoir binder son quad. Vous configurez une bonne fois pour toutes votre radio avec une binding phrase et ensuite les nouveaux quads que vous recevez sous LRS, vous lancez le Wi-Fi, vous rentrez votre binding phrase, vous faites save et dès que vous l'allumerez, il se connectera automatiquement à la radio. Une autre solution pour lancer le mode bind qui marche plutôt bien, si le RX est déjà bien installé, qu'il est bien configuré sur Betaflight au niveau du UART, qu'il est bien configuré, le RX est bien monté avec RX, TX croisé. On va pas voir le montage du RX sur cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais quand vous allez brancher votre quad à Betaflight, je branche le quad directement à Betaflight, hop. Il s'est connecté. Je vais dans l'onglet récepteur et il y a un autre bouton là, ça s'appelle appairer le récepteur. Et si j'appuie dessus, il va automatiquement se mettre en mode bind. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez la LED qui clignote en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Appairer le récepteur.
Et voilà. Blink, 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 blink. Il s'est mis en mode appairage, en mode bind. Donc là, pareil, vous relancez sur la radio, vous allez dans Système, Express LRS, et vous lancez le bind. Télémétrie retrouvée. Et il se connecte à la radio. Et là, à ce moment-là, la radio enregistrera automatiquement la binding phrase dans le RX du quad. Donc ça, c'est une autre solution pour pouvoir lancer le mode bind sur votre quad. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous branchez, débranchez 3 fois pour lancer le mode bind, soit vous le lancez depuis Betaflight en appuyant sur appairer le récepteur, ou alors vous mettez directement la bonne binding phrase sur le configurateur que vous aurez ouvert en Wi-Fi. Pour la mise à jour, c'est pareil, on va se servir du Wi-Fi, mais on va se servir d'un des logiciels que je vous ai montré au début de la vidéo. Que vous vous servez du configurateur ou du configurateur en ligne, c'est à peu près la même chose. Les mises à jour, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, on va reprendre la même méthode en fait. Ce qui est intéressant sur l'ancienne vidéo, c'est que j'avais fait un mix entre le smartphone et l'ordinateur, donc pour vous montrer qu'on pouvait faire directement du smartphone. Vous retrouverez la vidéo accessible sur cette façon de mettre à jour. Première chose, vous revenez, bon ça vous savez le faire maintenant, vous connectez, on va commencer par la radio. J'ai besoin de mettre le LRS à jour sur ma radio. Alors pourquoi je connecte la radio? C'est pour voir la cible. Donc moi, la cible que je vais devoir récupérer, c'est Radiomaster Boxer Internal 2.4 GHz TX. C'est pareil pour récupérer la cible du RX. Vous le connectez en Wi-Fi et vous aurez la cible de votre RX qui est marquée. Attention, cas particulier, ça arrive si vous installez des RX qui datent un petit peu ou qui n'ont pas encore été mis à jour par l'équipe LRS, il se peut que la cible soit une cible générique. Dans ce cas-là, il va falloir aller sur la fiche constructeur, il va falloir aller sur le site internet du constructeur de votre RX pour récupérer la bonne cible. Par exemple, sur Beta FPV, il faut aller chercher, je sais pas, vous auriez un Meteor 75 Pro comme ça, pour s'assurer du bon modèle de carte et aller voir la cible conseillée à installer. Bon, c'est un petit peu le seul inconvénient. Des fois, les cibles, c'est des cibles génériques qui sont installées et on met ensuite à jour avec la cible conseillée par le constructeur. Je peux pas vous montrer pour chaque RX, c'est impossible. Allez voir si vous avez ici marqué générique RX. Allez voir sur le site du constructeur de votre RX la cible que vous devez utiliser. Bon, on va commencer par le TX. Sachez que pour le RX, c'est la même chose. On le fera juste après. Donc, Radiomaster Boxer Internal. Je connais ma cible. Et je vais utiliser le Web Flasher que j'ai téléchargé juste auparavant. Web Flasher, je vais aller sur transmetteur, c'est de TX, c'est de la radio que je veux mettre à jour. En version, je choisis ma dernière version, la 3.5.6. Le hardware, donc le matériel, c'est du Radiomaster. La fréquence, alors moi c'est du 2.4 sur cette radio. Renseignez-vous bien comme il faut, aussi avant. Et la target, voilà, vous voyez, en 2.4, il y a plusieurs TX de disponibles. Il y a pour la Boxer, la MT12, la Pocket. Pour le Ranger TX, ça c'est un module. Donc voilà, donc moi c'est... Donc logiquement, il devrait être à jour, mais vous pouvez toujours télécharger le LUA ici. On fait Next, on choisit les options. Vous pouvez rentrer directement la binding phrase que vous utilisez. Comme ça, elle sera écrite également dans le firmware. Mais si vous ne la rentrez pas là, la binding phrase que vous avez rentrée auparavant sera automatiquement reprise. Si vous n'avez pas encore rentré de binding phrase personnalisée que vous faites tout d'un coup, donc vous pouvez directement la rentrer ici. Ça veut dire qu'on peut mettre à jour et binder en même temps son quad, enfin son RX. Donc ça, c'est à retenir. Donc, vous rentrez la binding phrase si nécessaire. La région, ça peut faire débat. Pour la région, nous, on est en LBT. Alors, attention, en LBT, vous serez limité à 100 mW de puissance. Si vous voulez les 1000, il faut se mettre en FCC, mais c'est plus légal. C'est vous qui voyez. Là, le Wi-Fi SSID, Wi-Fi Password, ça c'est pour si vous voulez rentrer un réseau domestique. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi à le faire fonctionner chez moi, donc c'est vraiment un truc que j'utilise pas. Et ensuite, en flashing méthode, moi je vais mettre un local download. Pourquoi local download? Parce que je ne suis pas connecté à Internet. En flashing méthode, vous avez plusieurs méthodes de flashage. Donc par le Wi-Fi, celle qu'on est en train de faire actuellement. Local download, ça reste aussi par le Wi-Fi, mais en fait, on va télécharger d'abord le fichier dans l'ordinateur et ensuite l'installer par le Wi-Fi. Moi, je choisis local download parce que si je mets Wi-Fi, il faudrait que j'ai une connexion Wi-Fi en externe qui me permettrait de récupérer le fichier.
Bon, sauf que là, je passe par ma connexion Internet classique. Je n'ai pas la radio connectée en même temps en Wi-Fi. Il faudrait deux routeurs, à la fois un routeur filaire, par exemple, et un routeur Wi-Fi qui vous permet de vous connecter à la fois à Internet et à la fois d'utiliser votre réseau Wi-Fi pour mettre à jour votre radio. Mais bon, faites local download, comme ça, vous aurez le fichier. Un setting avancé, un réglage avancé. Ici, vous pouvez régler l'intervalle de Wi-Fi. Ça veut dire, c'est l'intervalle. Si je vous mettais 20 secondes, au bout de 20 secondes alimenté sans qu'il soit connecté au quad, votre RX va se mettre en mode Wi-Fi. Voilà. Moi, je laisse par défaut à 60 secondes. Et ensuite, on fait Next. Et là, vous pouvez télécharger le fichier. Vous appuyez sur Download. Et il atterrit dans votre fichier téléchargement. Vous pouvez le sauvegarder sur votre ordinateur. Bon, moi, je le laisse dans téléchargement pour l'instant. Et plus tard, je me le mettrai en backup dans un dossier de mon ordinateur. Donc, le fichier est ici. Ça, c'est bon. Je connecte de nouveau ma radio en Wi-Fi. Ma radio est connectée en Wi-Fi à l'ordinateur. Ici, je suis sur la page de configuration. Je vais dans Update. Et là, je sélectionne le firmware. Donc, c'est celui-là. Vous pouvez très bien le faire glisser directement de votre dossier. Voilà. Drop firmware file here. Bon, moi, je sélectionne. C'est pareil. Il va le charger. Une fois qu'il est chargé, il flash. Et voilà. Ma radio est mise à jour. Donc, elle s'est automatiquement déconnectée du Wi-Fi. Donc, je redémarre ma radio. Je vais vérifier que je suis bien. Voilà. Je suis passé en 3.5.6. Pour le TX, vous avez vu, c'est assez simple par Wi-Fi pour mettre à jour. Franchement, il ne faut pas se prendre la tête. Il y a juste le dossier, le bon fichier à aller chercher. On va faire pour le RX maintenant. Pour le RX, même méthode. Soit vous utilisez le web flasher. Cette fois, vous allez dans Receiver. Mais moi, je vais faire par le configurateur pour vous montrer que ça marche aussi. Donc, sur le configurateur, je vais choisir donc la version, la dernière version, 3.5.6. OK. Catégorie de l'appareil, je suis sur... Alors là, c'est le Meteor 75 Pro. Donc, on va choisir, c'est du Beta FPV 2.4. La bonne cible, on va faire en Wi-Fi. Alors, je mets Wi-Fi là, mais bon, là, on prend le LBT. Attention, vous serez limité, je vous rappelle. On prend en LBT et on est limité. On prend un ISM, c'est pas légal et on n'est pas limité en puissance. Ici, vous pouvez régler également le délai de start-up du Wi-Fi. Vous voyez comment je l'avais mis à 20 au lieu de 60. Comme ça, il rentre en Wi-Fi plus vite. Bon, ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser par défaut. Et là, au lieu de faire mettre à jour, on va faire compilation. Et il ouvre automatiquement un fichier qu'on va copier-coller. Moi, je vais le copier-coller dans mon smartphone. Je vais le mettre à jour depuis mon smartphone. Ce sera plus simple parce que je ne sais pas pourquoi, mais le Meteor, comme je capte pas bien la Wi-Fi de mon ordinateur, il a un peu de mal à se connecter au Wi-Fi de l'ordinateur. C'est pour ça que je préfère passer par le téléphone avec lui. Donc, ce fichier, sans le décompresser, on pourrait avoir envie de le décompresser, mais on le laisse tel quel. Vous l'enregistrez soit sur l'ordinateur, soit moi je le mets dans le téléphone. Donc je copie tout simplement ce fichier. Mon téléphone, hop, j'ai déjà un dossier qui est créé quelque part, le LRS, comme c'est pas la première fois. Voilà, j'ai un petit dossier pour les RX. Celui-là, c'est le vieux, je peux le supprimer et je le colle. Voilà, un téléphone, c'est comme un ordinateur. Vous pouvez créer des fichiers, mettre des fichiers, ça se comporte comme une clé USB, c'est pas un souci. Donc, je l'ai dans mon téléphone, ça c'est parfait. Donc, on peut fermer tout ça. Et sur le téléphone, je lance le Wi-Fi, il me trouve Express LRS, je me connecte dessus. Une fois connecté, je vais sur Chrome, j'actualise la page pour être sûr qu'il est bien connecté. OK, donc c'est la même adresse, c'est pareil. Là, je vais dans Update. Il me demande de sélectionner le firmware. Je l'ai dans mes fichiers. RX, l'IO RX Meteor 75 Pro et le firmware. Voilà. Il fait la même chose. Il le charge. Ensuite, il flash. Et il est bien mis à jour. Et il s'est automatiquement reconnecté à ma radio. Donc, la mise à jour est faite. Et je suis bien en 3.5.6. Donc voilà, je vous ai montré la façon de mettre à jour. Pareil, j'ai pris aussi un petit peu de temps, mais ça se fait assez rapidement une fois qu'on a compris le truc. On connecte le quad, on récupère la bonne cible, on se sert soit du web flasher, soit du configurateur. On crée le firmware en rentrant les bonnes informations. On télécharge le fichier
Une fois le fichier téléchargé, on se reconnecte avec le TX si vous voulez mettre le TX à jour, soit le RX bien sûr, si vous voulez mettre le RX à jour. Vous vous reconnectez en Wi-Fi, vous allez sur la page de configuration, Update, et vous mettez à jour avec le fichier que vous venez de créer. Franchement, c'est pas compliqué. Je sais qu'à une époque, c'était beaucoup plus compliqué. Depuis, ça c'est quand même que vous voyez que le bind ou la mise à jour, ça s'est bien démocratisé et c'est fait rapidement une fois qu'on a le coup. Maintenant qu'il est à jour, on va vouloir rentrer dans les réglages. Pour commencer les réglages, on va commencer par régler la radio. Si vous possédez un émetteur interne, c'est-à-dire ELRS nativement dans votre radio, on va commencer par vérifier qu'il est bien réglé dans le système de la radio. On appuie sur Système, on se rend sur la page Hardware, on descend et on arrive ici. Ici, vous avez Internal RF. Donc, c'est l'émetteur interne, le transmetteur interne de votre radio ELRS. Bien sûr, assurez-vous que votre radio est en ELRS. Je fais d'ailleurs une parenthèse. Les radios 4 en 1 ne sont pas compatibles ELRS. Les radios CC 2500 ne sont également pas compatibles ELRS. Une radio ELRS ne possède que l'ELRS en natif. L'internal RF en type, il faut que vous soyez en Crossfire. Ça pourrait porter à confusion. Pour schématiser, Crossfire correspond au langage de communication de la radio et de l'émetteur. Ils se servent de ce langage de communication, c'est le Crossfire. La radio n'est pas compatible Crossfire. Attention, elle est uniquement compatible ELRS. Sauf bien sûr à mettre module Crossfire externe. Bon. Le baud rate, c'est le débit en baud. Ça correspond à la vitesse de communication, ici dans notre cas, entre l'émetteur interne et la radio. Un débit en baud plus rapide signifie que le module et la radio peuvent communiquer plus rapidement. Ça réduit ainsi la latence du système de bout en bout. Cependant, tous les émetteurs ou les radios ne sont pas en mesure de communiquer avec les bauds les plus élevés. Donc cela dépendra fortement de votre matériel. En règle générale, sur EdgeTX, on peut le régler au maximum sur les radios modernes, type Boxer. Ici, moi, je suis au maximum à 5,25 et ça fonctionne très bien. Souvent, quand ça ne fonctionne pas, vous aurez du mal à accéder au LUA. Soit le LUA ne se lance pas, soit il met énormément de temps à se lancer ou à apparaître au niveau de la page, à ce que la page défile comme il faut. Ça, en général, c'est que le débit en baud est mal configuré, donc la radio ne communique pas comme il faut avec son émetteur interne. Je reprends donc en général sur les radios modernes, type Boxer, TX16S, sous EdgeTX, vous pouvez régler, et il faut régler le baud rate au maximum. Il y a des cas particuliers sur des radios un peu plus anciennes comme la QX7, la Horus X12S et la Horus X10S où elles ne peuvent pas fonctionner au débit maximum qui pour elles est de 400 000 bauds, il me semble, sans faire ce qu'ils appellent le Crossfire Mode. Si vous êtes possesseur de ces radios, je vous laisse vous renseigner. De même, la Taranis X9D s'est montrée capricieuse, même avec le débit de 400 000 bauds par défaut. Il faut passer le mode d'échantillonnage à 1 bit. Et a priori, il faut faire des modifications matérielles. Je ne saurais pas vous en dire plus, je n'ai pas possédé ces radios. Aujourd'hui, vraiment, je me concentre à la fois sur le matériel récent, sur des dernières mises à jour d'EdgeTX et sur les dernières mises à jour de l'ELRS. Donc, on reprend pour bien communiquer, pour que notre module communique bien comme il faut que notre baud rate soit à 5,25. Le sampling, ça, on le laisse normal. Donc, cas particulier où il sera passé à 1 bit, mais bon, nous, ça ne nous concerne pas. On le laisse normal. Donc on est bon pour les réglages du module interne. Tant qu'on est sur cette page hardware du système de la radio, vérifiez bien que l'ADC filter est désactivé. Logiquement, sur EdgeTX, il est désactivé. Il est possible que sur OpenTX, il soit activé par défaut. Donc il faut le désactiver. C'est un filtre qui s'applique nativement dans la radio au niveau des sticks. En drone FPV, on le désactive parce qu'après, ça pose des problèmes au niveau du contrôleur de vol pour avoir une réponse correcte des sticks. Donc l'ADC filter, assurez-vous, tant que vous êtes ici, qu'il est bien désactivé. On n'a pas tout à fait fini avec notre module interne. On va aller vérifier sur les modèles qui utilisent le module interne qu'il est bien paramétré. Je sors de cette page, je vais aller dans un modèle. Je sais que mon modèle actif actuellement utilise bien l'émetteur interne de ma radio. Je vais sur la page Setup de mon modèle. Je descends et on va aller vérifier que tout est bien activé comme il faut. Voilà.
Donc déjà, l'ADC filter, il est bien sûr off. On peut le faire aussi modèle par modèle. Si vous avez des modèles... alors ça, je pense, c'est plus pour l'aéromodélisme que certains se servent de l'ADC filter. Donc vous pouvez l'activer modèle par modèle. Moi, il est désactivé sur l'entièreté de la radio en passant par la configuration du système. L'internal RF, donc c'est le module interne ELRS. On vérifie de nouveau qu'on est bien sur le mode Crossfire et pas sur off. S'il est sur off, donc le module est désactivé. On vérifie bien, les baud sont bien au maximum, ils sont bien réglés. Donc j'aurai une bonne communication entre mon module et la radio. Bon, le statut de 150 Hz, ça se règle dans le LUA. Donc on est bon au niveau de l'émetteur interne. Si j'avais un émetteur externe, comme celui-ci, on va aller régler l'émetteur externe. Je monte mon module à l'arrière de la radio. Une fois la radio rallumée, je vais aller dans un modèle qui utilise ce module. Donc pour mon 7 pouces, c'est le drone que je vous ai montré tout à l'heure, qui utilise des antennes double bande. Je vais sur mon modèle 7 pouces, je sélectionne mon modèle. Toujours dans les pages modèles, je vais sur Setup. Alors vous voyez que là, j'ai désactivé le module interne. Internal RF, c'est mon module interne, il faut le mettre sur Off. Le module externe, c'est juste en dessous, donc External RF. On choisit de nouveau le mode. Moi, c'est bien le mode Crossfire. Attention multi pour les radios multiprotocoles, le LRS ne marche pas. Tout ça, c'est d'autres protocoles de communication qui ne marchent pas. Je me remets bien en Crossfire. Le baud rate, moi par défaut, quand j'ai acheté mon module interne, je l'ai mis sur la radio, j'ai lancé le LUA pour aller directement régler mon module. Le LUA ne se lançait pas. Pourquoi? Parce que le baud rate, par défaut, était mal réglé. Je vous redis, vérifiez bien votre baud rate. Moi, le baud rate est réglé au maximum. Au niveau hardware et réglage radio, c'est tout ce qu'il y a à faire pour activer les différents modules. Module interne, on vérifie bien dans le système de la radio, il est activé et réglé au bon baud rate. Module externe, de même, on vérifie à ce moment-là que le module interne est désactivé et que le module externe est bien activé avec les bons réglages de mode et de baud rate. Maintenant, on va passer à la partie des réglages sur le LUA. Le LUA, c'est comme une petite application dans la radio qui sert à régler votre module interne ou externe ELRS. Les réglages LUA, une fois votre TX et RX liés, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. On va se concentrer sur les réglages principaux. Pour accéder au LUA, je vais dans Système Tools Express LRS. Le premier réglage, c'est le packet rate, le débit de données qui définit à quelle vitesse les paquets de données sont envoyés au récepteur. Les débits plus élevés envoient des paquets de données plus fréquemment, donc moins de latence, exemple 500 Hz. Les débits moins élevés, comme 50 Hz, envoient des paquets de données moins fréquemment. Par contre, on accrue notre portée au détriment de la latence. Selon le type de TX et le type de RX, donc selon la famille à laquelle ils appartiennent, le 2,4, le 900 ou le dual band, vous aurez les réglages qui diffèrent un petit peu, même au niveau du packet rate. Pour un petit peu comprendre les différents débits auxquels on a accès, je vais vous mettre à l'écran un tableau de Radio Master qui est très bien fait. À gauche, la colonne Ranger correspond à la famille de 2.4 GHz. De bas en haut, vous avez d'abord les débits sous LoRa, qui vont de 50 Hz à 500 Hz pour le plus rapide. Les débits sous LoRa sont les débits classiques historiques d'Express LRS. Un seul paquet de données envoyé à la cadence sélectionnée. Une valeur plus élevée signifie une latence plus faible au détriment de la sensibilité. La sensibilité maximum que peut supporter votre packet rate, vous pouvez la retrouver entre parenthèses. Ça peut servir pour régler vos alarmes. Je ne vais pas traiter de cette partie sensibilité et alarme dans cette vidéo, je ferai sûrement une seconde vidéo. Les premiers débits de paquets accessibles sous LoRa vont de 50 Hz en moins 115 dB de sensibilité, 150 Hz pour moins 112 dB de sensibilité, 250 Hz pour moins 108 dB de sensibilité et 500 Hz pour moins 105 dB de sensibilité. Les dB, ça marche un petit peu à l'envers. Moins 115, vous aurez une meilleure réception que moins 105. La sensibilité, pour schématiser, c'est la limite de réception. Vous aurez une limite plus lointaine à moins 115 qu'à moins 105. Donc ça, c'est les modes sous LoRa, les modes classiques. Vous voyez qu'il y a des modes full. Le mode full en 100 Hz est 333 Hz. Les modes full sont toujours basés sur LoRa, mais en pleine résolution. Un peu d'explication sans trop rentrer dans les détails. Les débits classiques sous LoRa sont optimisés pour la latence. Ce qui fait que, mis à part les sticks qui ont besoin sur leurs 4 axes d'une résolution complète, pour savoir précisément où se situe le stick. Une résolution complète des signaux, qui vont de 1000 à 2000 sur Betaflight. Par exemple, si je le mets à ce niveau,
il peut être à 1506. Le paquet envoyé donnera bien la valeur 1506. Ça permet de savoir précisément où sont situés vos 4 manches. Les paquets classiques sous LoRa, que ce soit l'accélérateur, le roll, le pitch ou le yaw, les 4 axes principaux, sont dans une résolution complète pour vraiment avoir toutes les valeurs disponibles et la plage toute disponible. Tous les autres canaux, les autres auxiliaires, n'ont pas besoin d'une résolution complète. Par exemple, je prends un stick 2 positions ou un stick 3 positions, ils n'ont uniquement besoin que de 3 valeurs. La valeur maximum, la valeur milieu et la valeur la plus basse. Sous LoRa, tous les canaux sauf les 4 principaux ne sont pas dans leur totale résolution. Ceci dans le but d'avoir moins de paquets à envoyer au récepteur, donc de diminuer encore la latence. Accélération du traitement de l'information, réduction de la latence. Mais pour ceux qui utilisent par exemple des servomoteurs sur un auxiliaire ou sur un canal hors des 4 canaux principaux, ils ont besoin d'une pleine résolution. Donc pour ça, ELRS a mis en place les modes full en 100 Hz et 333 Hz qui, eux, ont tous les canaux en pleine résolution. En réalité, vous pouvez choisir le nombre de canaux en pleine résolution, 8, 12 ou 16 canaux. Donc, les modes full sont utiles si vous possédez des accessoires qui ont besoin d'une résolution complète et qui sont sur un canal hors les 4 canaux principaux. Pour les drones FPV, en règle générale, c'est inutile. Nous, on utilise les modes LoRa classiques pour vraiment privilégier la latence, contrairement à d'autres engins d'aéromodélisme comme des voilures fixes, des hélicoptères, etc., qui pourraient utiliser des servomoteurs et qui, pour certains, sont dépourvus de contrôleurs de vol. Les modes F500 et F1000 ne sont plus basés sur LoRa, mais sur FLRC. Ce sont les modes les plus rapides, avec une latence plus faible, mais avec une portée réduite par rapport au mode LoRa. Vous voyez que le 500 Hz existe en mode LoRa ou FLRC. Le F500 offrira moins de latence, aura aussi moins de portée que le 500 sous LoRa. Les modes D250 et D500. D, c'est pour déjà vu. Ce sont des modes de redondance. Ça veut dire qu'ils doublent les informations. Ils doublent les paquets envoyés. Le même paquet sera envoyé plusieurs fois pour garantir un lien solide, un meilleur LQ, une meilleure qualité de lien. Pareil, je ne parlerai pas aujourd'hui de la qualité de lien ou du RSSI DBM. Je le répète, je pourrais en parler dans une seconde vidéo si vous êtes intéressé et si vous voulez aller encore plus loin. Donc, les modes D250 et D500, ils offrent la même portée que les modes classiques sous LoRa, mais avec une qualité de lien plus solide. Ils vont être utiles dans des environnements où vous risquez d'avoir des perturbations de lien, des perturbations électromagnétiques. Par contre, ils augmentent de ce fait la latence due à la multiplication des paquets de données qui sont envoyés au récepteur. Petite parenthèse, c'est assez difficile d'avoir une explication claire et précise des différences entre les liens et entre les modes de lien. Excusez-moi si c'est pas hyper précis et exact. Je vous invite à consulter expresslrs.org si vous voulez vraiment avoir les explications les plus exactes et précises possibles. J'essaye vraiment de vulgariser au maximum. On a vu la différence entre les modes de 2.4 GHz. Voyons maintenant, vous voyez dans la colonne de droite, le lien en 900 MHz. Dans la famille des 900 MHz, colonne de droite, on retrouve également ces différents modes, mais dans des fréquences différentes. Je vous laisse regarder en détail. Je ne vais pas refaire l'explication de chaque mode. C'est la même chose. La plupart des liens sont sous LoRa, mais certains en full résolution et certains avec de la redondance. Et enfin, nous avons la colonne du milieu qui est le dual band. Le dual band, vous aurez à disposition une bonne partie des modes disponibles à la fois en 2.4 et en 900 avec en plus d'autres modes. Le mode X150, c'est le mode crossband, combinant à la fois le 900 MHz et le 2.4 GHz en mode Gemini. Ça veut dire que dans le mode X150, il émet et reçoit à la fois sur le 900 MHz et le 2.4 GHz. Je parlerai un peu plus tard de Gemini. Le mode K1000. En dual band, on n'a pas accès au mode FLRC. Ils disparaissent. Mais depuis l'adoption des puces LR1121 qui sont plus performantes et la mise à jour 3.4 de LRS, le matériel dual band a accès au mode K. Les modes K sont basés sur une technologie en 2.4 GHz. Ce sont des modes FSK plus FEC. Bon, ça fait beaucoup d'abréviations. On va passer les détails. En gros, c'est une correction d'erreur directe et avec des paquets autoréparateurs. Tout ça, c'est très technique. Ça ne nous intéresse pas forcément. À savoir que c'est très similaire au mode FLRC par leurs propriétés hertziennes. Ils sont conçus pour les environnements à fort bruit, comme les courses automobiles, par exemple. Et enfin, vous avez les modes DK 250 et DK 500.
Ces modes, ils offrent la même redondance que les modes D qu'on a vu précédemment, mais avec les modes K, qui sont apparus sous la technologie dual band et auxquels on a accès parce que le matériel dual band possède des puces plus avancées, donc plus performantes. Donc vous l'aurez compris, il y a un bon paquet de modes disponibles selon votre matériel, selon la bande utilisée et selon vos besoins. Que ce soit des besoins de liens solides, des besoins de redondance, des besoins de moins de latence, besoin de portée, etc. Le choix peut être difficile. Je ne peux vous encourager dans un premier temps qu'à vous familiariser un petit peu avec tous ces modes disponibles. Mais comme base de départ, pour à la fois le freestyle, le cinématique, les vols tranquilles, les vols pas très éloignés, je vous conseille 250 Hz. Ça offre un bon compromis entre portée et réactivité. En règle générale, on perd le lien vidéo avant de perdre le lien radio. En race, ce qui compte, c'est la réactivité. Donc, un bon point de départ, c'est le 500 Hz classique. Vous pouvez bien sûr aller jusqu'au F1000 si vous êtes en 2.4. Et je pense que très peu de pilotes ressentiront la différence, si ce n'est les meilleurs. Et enfin, un bon point de départ pour le long range. On serait plutôt donc sur la bande des 900 MHz pour vraiment privilégier la portée. Et un lien de 50 Hz vous offrira déjà la portée maximum que vous pouvez avoir. Certains modules descendent même jusqu'à 25. Après, est-ce que ça engendre vraiment pas trop de latence? Le bon point de départ pour le long range, c'est le 50 Hz sur la bande des 900 MHz. À défaut, si vous avez que des modules 2.4, fera aussi 50 Hz. Mais à 900 MHz, vous pourrez vraiment aller à des kilomètres en toute sécurité. On a fait le gros morceau disponible dans le ALUA, le packet rate. Il y avait tous les modes à voir. Maintenant, on va passer à la suite. Le prochain réglage, c'est la télémétrie, le télémétrie ratio. Le télémétrie ratio définit un taux de télémétrie, c'est-à-dire la part du débit de paquet utilisé pour l'envoi de données de télémétrie. En gros, un taux de télémétrie de 1,64 par exemple, ça signifie qu'un paquet de télémétrie est renvoyé à votre radio tous les 64 paquets. On va pas se prendre la tête. Personnellement, je vous conseille de le laisser en standard. C'est très bien. Pour les racers qui n'ont pas besoin de télémétrie en vol et qui veulent juste la meilleure réactivité, le moins de latence possible, il existe un mode race qui désactive la télémétrie une fois que vous avez armé le quad. Le switch mode, ou mode de commutation, ça contrôle la manière dont les canaux l'auxiliaire 1 à l'auxiliaire 8 sont envoyés au récepteur. Je ne me suis jamais penché sur la question, donc je laisse par défaut. Je pense que pour les utilisateurs de récepteurs PWN, c'est peut-être utile. Pour les utilisateurs de drones comme moi, on s'en préoccupe pas. Donc ça, on laisse par défaut. Le mode antenne. Cette option ne sera uniquement disponible que pour les modules TX compatibles Gemini. Comme option disponible, vous avez Gemini. En Gemini, vous transmettez sur deux antennes TX simultanément à des fréquences différentes, espacées de 40 MHz pour le 2.4 ou d'environ 10 MHz pour le 900 MHz. J'en parlerai plus en détail dans le chapitre suivant. Mais en gros, Gemini permet sur une bande 2.4 ou 900 MHz d'émettre en même temps sur deux fréquences espacées, par exemple pour 2.4 espacées de 40 MHz sur la même bande ou d'environ 10 MHz sur la bande de 900 MHz. Et Gemini switch en permanence sur les fréquences qui reçoivent le mieux. Donc Gemini, c'est un super système. Mais revenons aux options disponibles. Donc vous avez l'option Gemini. Vous avez l'option antenne 1, antenne 2 qui transmet uniquement sur une seule antenne. Et le switch qui permet d'alterner sur les deux antennes. Et les TX Gemini comme celui-ci, en réalité, vous avez deux transmetteurs à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils envoient sur deux fréquences en même temps. Mais retenez juste que si vous utilisez un TX Gemini avec un récepteur non Gemini, comme celui-ci par exemple, ce n'est pas un récepteur Gemini, vous devez régler le TX en mode switch ou en mode unique, antenne 1 ou antenne 2. On continue sur la suite. Le mode de liaison, c'est une option utile pour les utilisateurs de Mavlink. Donc ici, on ne va pas s'en préoccuper. On laisse en normal. Le modèle match, c'est pour attribuer un numéro à son modèle et faire correspondre un récepteur à ce modèle. Il se connectera dans ce cas uniquement à ce récepteur. Je pourrais en parler plus, mais aujourd'hui on va se contenter de le laisser désactiver pour éviter tout problème de connexion à notre récepteur. Le TX Power. Cette page nous permet de régler la puissance de l'émetteur. Plus vous aurez de puissance, plus vous pourrez aller loin. Donc le Max Power, ça définit la puissance maximale d'émission de votre émetteur. Sélectionner une puissance supérieure ou inférieure à celle prise en charge par votre émetteur reviendra à la puissance la plus proche. Les options sont 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 et même 2000 mW si votre module, souvent externe, a des capacités d'aller jusqu'à 2000 mW et s'il est en FCC. Si la puissance dynamique est définie sur Off, les puissances sélectionnées seront celles utilisées par votre émetteur. Le mode dynamique. En off, cela signifie que l'émetteur transmettra à puissance maximale en permanence.
Si vous sélectionnez le mode dynamique, cela signifie que l'émetteur réduira dynamiquement la puissance pour économiser de l'énergie. Il faut savoir que plus vous utilisez de puissance, plus vous émettez des puissances, plus ça consomme de batterie. Donc le mode dynamique peut être utile pour économiser de la batterie. Les options auxiliaire 9, auxiliaire 10, auxiliaire 11, auxiliaire 12 indiquent que l'émetteur peut passer de la puissance maximale à la puissance dynamique en changeant la position de l'auxiliaire que vous choisissez. En gros, soit vous êtes en puissance maximale, soit vous activez l'auxiliaire que vous avez sélectionné et il passera en mode dynamique. Donc il ira de 25 milliwatts à la puissance maximale que vous avez sélectionnée. Je n'ai pas vraiment de conseils, c'est plus un choix personnel. Par exemple, pour un drone longue portée destiné à aller loin, j'ai désactivé la puissance dynamique. Je vais le laisser à la puissance maximale que j'aurais sélectionnée. Pourquoi? Parce que ça arrive qu'en puissance dynamique, le temps qu'il commute d'un mode à l'autre, par exemple qui passe de 100 à 250, il y a une baisse de LQ et on peut avoir des alertes qui peuvent perturber dans l'OSD, si on a réglé nos alertes OSD. Bon, c'est un des seuls défauts du mode dynamique, c'est qu'on peut avoir des alertes, mais en réalité, ces alertes n'ont pas de conséquences sur la réception du signal. C'est juste le temps qui passe à la puissance supérieure, de 100 à 250 par exemple, il y aura une petite baisse de LQ et on peut rentrer dans la plage où l'alerte s'active. Quand j'envoie un drone loin, pour éviter d'avoir ces alertes intempestives, je vais désactiver le dynamique. Quand je suis prêt, quand je fais du freestyle, etc., bon, je connais, à force d'utilisation, je connais la qualité du lien et la solidité du lien. Même si j'ai une petite alerte LQ, ça va pas me perturber et je peux être amené à utiliser le mode dynamique qui fonctionne très bien sous LRS et dans le but d'économiser de la batterie et pas avoir la radio qui émet à pleine puissance quand je suis proche de moi. Ça sert à rien. En plus, ça pourrait perturber des personnes avec qui je vole à côté ou autre. Donc, dans ces cas-là, je vais sélectionner le mode dynamique. Et enfin, la troisième ligne, le fan thresh, ça définit en fait le seuil d'enclenchement du ventilateur. Vous avez un ventilateur interne qui refroidit votre radio ou un ventilateur sur votre module. Si vous réglez par exemple à 250 mW, ça veut dire que quand votre émetteur enverra 250 mW, il enclenchera le ventilateur pour refroidir le module. Ça, moi, je laisse par défaut. Normalement, ils ont étudié les capacités de dissipation thermique de vos modules. Si vraiment vous avez l'impression que votre module, même à basse puissance, se chauffe trop, vous pouvez enclencher le ventilateur à des puissances inférieures. On en a fini avec les différents réglages matériels. Je voudrais vous parler d'un plus de ELRS, c'est Gemini. Gemini, ça a été introduit assez récemment. Gemini dans Express LRS, c'est une technologie innovante de transmission dual band, double fréquence. Ça pousse le concept de diversity à un autre niveau. Pour bien comprendre, on va vulgariser étape par étape. Un petit rappel, qu'est-ce que le diversity classique? Le diversity, c'est comme avoir deux oreilles pour écouter le même son. Dans notre cas, le récepteur FPV possède deux antennes, comme celui-ci qui est un récepteur diversity. Un récepteur non Gemini, mais Diversity, il possède deux antennes. Mais le Diversity a deux antennes ou deux modules de réception pour capter le même signal. Le but du Diversity, c'est d'augmenter la fiabilité de la réception. Si l'une des antennes est mal orientée ou mal placée à un instant T par rapport à un obstacle ou autre, votre quad, la batterie qui couvre un petit peu la réception de l'antenne, l'autre antenne prendra le relais pour capter le signal unique. J'insiste sur unique parce que c'est bien la différence avec le Gemini. Gemini, c'est une technologie encore plus avancée. Elle ne fait pas que écouter avec deux oreilles ou avec deux antennes sur votre récepteur. Elle parle et écoute sur deux fréquences en même temps. Comment ça marche? L'émetteur Gemini possède à l'intérieur deux émetteurs en réalité. Et ces deux émetteurs envoient des paquets de données indépendants, chacun sur une fréquence différente, souvent aux alentours par exemple de la bande 2.4 GHz, mais sur deux canaux éloignés de 40 MHz. Si on était sur la bande de 900 MHz, ce serait deux canaux éloignés de 10 MHz. Je vous rappelle, la bande des 2.4 est plus large que la bande des 900. Le récepteur Gemini est capable de capter les deux flux et de choisir le meilleur des deux en permanence. Il switchera en permanence sur la bande de fréquence qu'il reçoit le mieux, où il a la meilleure qualité de réception. Du coup, on a un paquet de données à la fois plus robuste, moins de pertes, une portée accrue et un feeling radio ultra précis. Car la latence sur Gemini est même diminuée par rapport
Audiversity classique, du fait qu'il est capable de choisir la meilleure fréquence à chaque instant. Donc Gemini, c'est génial, c'est le vrai plus de ELRS aujourd'hui, disponible dans ce genre de module dual band. Ça fait vraiment de l'ELRS le système radio le plus complet à l'heure actuelle. L'avantage de Gemini, c'est moins de glitch et de coupures dans des environnements bruyants tels que les villes, les zones radio saturées, une portée augmentée, même avec des puissances plus modestes, une vraie redondance parfaite avec un signal backup toujours en arrière-plan, mais pas juste en réception, mais aussi en émission, contrairement au Diversity, et un feeling plus net, une meilleure précision pour le pilotage du fait de la latence réduite de Gemini. Je voulais inclure Gemini dans cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment un système qui a de l'avenir, et en plus si vous achetez des systèmes récents ELRS, la plupart seront équipés en Gemini, tout du moins les dual band. Et je vous conseille de vous équiper directement en dual band. Il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui de s'équiper d'un module, ou alors vraiment un cas très extrême. Pourquoi vous prendriez un 900 MHz? C'est que pour l'instant, il n'y a que certains modules 900 MHz qui sont capables d'émettre à 2 watts de puissance. Donc c'est vraiment pour le ultra long range. Je ne sais même pas comment on peut qualifier ce type de vol. En tout cas, c'est pas un vol que moi je pratique et je connais pas beaucoup de monde personnellement qui pratique ce type de vol. Vraiment pour les vols classiques, FPV, aéromodélisme, etc. Le LRS dual band, c'est génial. Je vous conseille encore une fois le Nomad. Je vous mettrai un petit lien Radiomaster dans la description. À la fois un module pas cher, dual band, Gemini, il y a tout ce qu'il faut. On peut l'utiliser en 2.4, à 900, en dual band, avec de la latence très faible, avec des systèmes longue portée. Le LRS, c'est le plus complet. C'est facile à régler, c'est facile à mettre en œuvre. Je parle bien des dernières versions. Pour moi, aujourd'hui, ELRS est devenu le meilleur système. C'est aussi pour moi le meilleur système parce qu'il est en perpétuelle évolution. Ils n'arrêtent pas d'évoluer, d'apporter des options, d'apporter des nouvelles évolutions comme le Gemini qui est assez récent, le dual band, etc. Du fait que ce soit open source, on a de la concurrence de matériel. C'est génial pour les prix et il n'y a pas une marque qui a le monopole qui vous oblige à faire en fonction des ruptures de stock. Je vois que des avantages à être sur ELRS. Ne serait-ce qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, Crossfire était un très sérieux concurrent. Aujourd'hui, pour moi, ELRS surpasse Crossfire. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai donné énormément d'informations dans cette vidéo. Et je pense, aussi bien pour vous que pour moi, plus d'informations, cela va devenir indigeste. Oui, je pourrais vous parler d'autres choses, comme la création d'alertes OSD, la création d'alertes dans sa radio, comment interpréter le LQ, le RSSI DBM, etc. Il y a pas mal de choses à dire encore. Je ne peux pas traiter de tout le matériel ELRS, c'est juste impossible pour moi. La vidéo est déjà très costaud. Pour des besoins très spécifiques, je vous renvoie sur le site elrs.org. Je n'ai pas réponse à tout et je ne prétends pas tout savoir. Ça fait déjà plusieurs jours que je prépare cette vidéo, que je la tourne, que je la monte, que je crée des visuels. Donc je pense que ces sujets peuvent être traités dans une seconde vidéo. Si vraiment cela vous intéresse, que celle-ci ne fait pas un flop, dites-moi en commentaire et j'envisagerai à ce moment-là de faire une seconde partie à cette vidéo. Je vous avoue que de mon côté, j'ai mis du temps à faire cette vidéo, à me lancer pour la faire. Ça fait un moment que je l'ai dans la tête, mais je savais que ça allait me demander énormément de travail. J'ai pris beaucoup de temps de réflexion avant de me lancer et faire cette vidéo. Mon but principal, c'est que vous compreniez, que vous soyez encore plus curieux, que vous approfondissiez de votre côté et que vous deveniez plus autonome aussi. J'essaye surtout de vous transmettre les clés de la compréhension, à vous d'approfondir les choses. Un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais promis, on va repartir sur quelques vidéos. Bonne nouvelle pour la chaîne, j'ai une marque qui m'a contacté, on va travailler avec eux sur 2 ou 3 vidéos dans l'avenir. Bon, ça va être de la présentation de produits, on va présenter un fer à souder, on va présenter une stack sous AM32, donc on va un petit peu parler d'AM32. En tout cas, je remercie à la fois ceux qui sont fidèles à la chaîne, qui me soutiennent, qui m'envoient des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Et je remercie également par avance ceux qui me soutiendront en s'abonnant à la chaîne. C'est gratuit et c'est comme ça que vous soutenez mon travail. Comme d'habitude, je vous invite à partager, liker et commenter la vidéo. D'ailleurs, tradition oblige, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je t'invite à mettre en commentaire, c'est l'âge de la maturité. Ben oui, parce que pour moi, ELRS aujourd'hui arrive à maturité. Alors je parle pas pour mon cas, oui c'est l'âge de la maturité sûrement pour moi aussi. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon vol. Allez, ciao!